Alors lancer Epsilon, c'est un joli modèle, c'est pas mal fait. Ce qui peut surtout lancer en France, ça va être la volonté de Stellantis. Vous savez, Stellantis, c'est ce nouveau grand groupe qui est composé de Peugeot, Citroën, ex-PSA, et puis de Fiat, Jeep d'un autre côté, et puis d'Opel, bien sûr. Si d'un seul coup, Carlos Tavares, le boss de Stellantis, décide que Lancia doit être lancé chez nous, et ça marchera. Donc l'Ypsilon, après tout, c'est juste la même plateforme, ça sera une 208 avec une autre bouille, ça sera un plan marketing. Alors très longtemps, on a eu peur que, effectivement, ces tout petits moteurs qui font des fois même pas 1 litre, 0,9 litres de cylindrée, soient nettement plus fragiles. Ça a été le cas au début, et puis Ford, avec son EcoBoost, a déjà commencé à prouver que ça pouvait fonctionner. Et puis comme tous les nouveaux moteurs, une fois qu'ils ont été un petit peu aguerris, on s'est rendu compte qu'ils tenaient très bien. Il y a eu des exceptions, bien sûr, mais comme il y a des exceptions en 4 cylindres, et en ratio panne et fiabilité, ils ne sont pas plus mauvais que les 4 cylindres. Alors bien sûr que non, on n'a pas assez de lithium pour produire nous-mêmes nos batteries, il en faudrait des quantités astronomiques, surtout qu'on va bientôt passer à un parc complètement électrique. Donc non, on peut en produire un petit peu, mais déjà, ne serait-ce qu'en produire un petit peu, ce serait pas mal, parce qu'à l'heure actuelle, même quand on parle de produire nos batteries, en fait, on va acheter les cellules encore en Chine. On est complètement dépendant de l'Asie. Si on pouvait réussir à construire quelques batteries nous-mêmes, ça serait déjà pas si mal. On a un peu de lithium en France, mais bien entendu que c'est pas assez suffisant. Sans payer trop cher, vous me donnez quelque chose d'un petit peu dur à dire, mais non, normalement, il y a ce qu'on appelle le droit à la prise, c'est-à-dire que dorénavant, quand vous parlez à votre syndic, on ne peut plus vous refuser d'avoir une prise chez vous. L'idéal, ça serait que plusieurs copropriétaires s'unissent pour avoir un gros chargeur et après qu'ils le dispatchent dans les différents box. Si vous le faites tout seul, il faudra peut-être faire monter une prise jusqu'à votre appartement. Là, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui coûte à peine plus cher maintenant finalement que dans une maison. Comptez à peu près avec les aides, parce qu'il y a des aides, aux alentours de 500 à 800 € pour installer votre prise, votre wallbox, pour charger votre électrique. J'insiste, on n'a plus le droit de vous refuser le droit à la prise. Alors il existe un cas un petit peu exceptionnel, c'est celui des immeubles qui n'ont pas de parking souterrain, qui ont seulement un parking extérieur. C'est un petit peu plus compliqué parce que là, ça ne pourra pas être une initiative individuelle. Il faudra que tous les copropriétaires soient d'accord pour faire une sorte de station de recharge, c'est-à-dire 3-4 prises qui seront communes à tous les copropriétaires, où chacun pourra se recharger en payant bien entendu. Alors, si on passe de plus en plus à l'électrique, la taxe sur le carburant ne va pas baisser, mais au contraire, il va y avoir une taxe sur l'énergie électrique, une taxe qui serait la même finalement qu'il y a sur le carburant, c'est-à-dire toute l'électricité qui sera utilisée dans votre voiture va avoir nécessairement à un moment une taxe. Pour le moment, c'est encore 1 million de véhicules sur les 40 millions du parc. Dès qu'on s'approchera du quart ou du tiers du parc roulant, bien entendu que l'État, pour compenser le manque à gagner, va mettre une taxe sur l'électricité quand elle est utilisée pour la voiture. En revanche, la taxe sur le carburant, elle sera exactement la même. Alors le problème d'avoir un parc automobile tout électrique, c'est tout simplement d'être dépendant d'une seule énergie. En France, on le sait, c'est avec majoritairement de l'énergie nucléaire. On ne sait pas ce qui peut se produire, on peut avoir des problèmes d'approvisionnement d'uranium, même si ça consomme évidemment beaucoup moins, mais on peut avoir un problème à un moment ou un autre, le nucléaire peut être interdit, il peut se passer plein de choses. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais être dépendant d'une seule énergie. Si on a un parc électrique, une parc automobile 100% électrique, ça sera notre cas, on sera dépendant d'une seule énergie. En France, du nucléaire, en Allemagne, du gaz. Voilà, et ça pose un énorme problème parce que, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, quand il y a un gros bazar comme ça, on l'a vu avec l'Allemagne qui d'un seul coup a dû faire venir du gaz des États-Unis via des méthaniers. Enfin, c'est un gros problème, il ne faut jamais être dépendant d'une seule énergie, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors ça c'est très simple, c'est une question qu'on nous pose très souvent, mais la réponse est simple, on fait une consommation moyenne, c'est-à-dire que notre cycle de mesure, qui est le même pour chaque voiture, c'est ça qui est important, c'est-à-dire de pouvoir mesurer entre différentes catégories la même consommation avec le même cycle de mesure. Comment on fait? On prend un cycle moyen, c'est-à-dire un conducteur qui ne va pas être dans l'éco-conduite, qui ne va pas être un papy de 90 ans si je veux schématiser, qui va conduire normalement,
ni comme un sportif, ni comme un écolo qui va avoir une conduite lambda, c'est-à-dire qu'on est à peu près au milieu. Quand quelqu'un nous dit qu'il a une conduite vraiment écologique, il va faire moins que nous. Quand quelqu'un nous dit qu'il a le pied droit un petit peu lourd, il va faire plus que nous. Mais nous, c'est à peu près le conducteur moyen, et vous pouvez vous baser sur cette moyenne. Là, on est en train de voir qu'il y a de moins en moins de groupes automobiles parce qu'ils sont de plus en plus gros, à l'instar de Stellantis. Finalement, oui, ils vont enrichir de nouveautés, c'est assez simple parce qu'ils ont très peu de plateformes, ils les mettent en commun et après, c'est juste du design. C'est-à-dire qu'une petite marque toute seule ne va pas remonter une nouvelle voiture tous les 7 ans, c'est trop compliqué. Or là, avec les mêmes plateformes communes, on l'a vu à l'heure actuelle chez Lancia, hein, qui était une marque quasi morte, qui ne se vendait plus qu'en Italie, ils prennent la plateforme de la 208, ils font une nouvelle voiture, une carrosserie, un design, et puis ça y est, c'est parti, ça fait une nouveauté. Finalement, il y a une seule voiture pour cette marque, et puis on lui met un design différent, et on dit voici ma nouveauté. Devenue un marqueur, mais elle est née marqueur du statut social de l'individu. Au tout début, il y avait seuls les milliardaires qui pouvaient se payer une automobile, et puis après, il y a eu les plus riches. Et après, c'est descendu grâce à la Ford T jusqu'aux classes populaires. Mais même dans les classes populaires, on essayait d'avoir une voiture plus chère. Ça a toujours été un des marqueurs sociaux de notre société. Et c'est normal, ça va être comme votre maison, comme votre appartement. C'est bien entendu le marqueur social par excellence, parce qu'en plus, contrairement à votre maison, vous le déplacez partout votre voiture. Parfois, il y en a qui essayent de paraître même plus riches en ayant une voiture dont ils ne sont pas censés avoir les moyens. Bien sûr, c'est le marqueur social par excellence. C'est dur d'être exhaustif, hein. Nous, on avait fait il y a très peu de temps un guide occasion. On avait relevé plusieurs voitures. Celles qui sont très abordables, c'est souvent, vous savez, ces voitures de ce qu'on appelle du segment C. Segment C, ça va être Golf, Mégane, C4, etc. Vous prenez un break, et ces breaks-là sont très peu courus, mais sont très logeables. C'est souvent des voitures qui ont été roulées au tout début par des VRP. Je pense notamment à la Golf SW, le petit 1.6 litre TDI 105, un diesel très fiable. Vous l'aurez aux alentours de 10 000 €. Si après vous êtes un petit peu plus joueur, vous pouvez aller sur une Audi A6, par exemple, avec un 2 litres TDI 177. Ça va être dans les mêmes prix, mais par contre, vous n'allez pas avoir 90 000 km, mais 200 000 km au compteur. Et éventuellement, vous pouvez un petit peu descendre de prix si vous pouvez vous contenter on parle d'une berline, d'une Opel Astra. Les Opel Astra sont jamais super bien cotées, mais sont des bonnes voitures, notamment l'avant-dernière. Et puis, éventuellement, si vous en souvenez, la Seat Exeo, qui était une ancienne Audi A4, qui se trouve sur les coûts de 6 000 à 7 000 €. Et en fait, c'est une Audi A4 avec un badge Seat.